donc une question un peu plus d'ordre politique, d'ordre de philosophie politique pour terminer. Donc, en fait, la France, comme la plupart des États, enfin, la plupart des entités géopolitiques aujourd'hui, ce sont des États-nations. Et corrigez-moi si je me trompe, mais l'État-nation est construit sur l'idée que, ben voilà, on a un État central qui a le pouvoir de décision et puis le monopole de la violence, et puis d'autres choses sympas de ce genre. Et puis, vous avez donc la nation, une nation, hein. Et puis, bon, le sous-entendu, c'est que quelque part, il y a une espèce de point commun qui unit cette nation, et puis voilà, quelque part, elle est homogène. Alors, est-ce que cette construction de l'État-nation n'est-elle pas problématique? Est-ce qu'elle ne débouche pas un peu par construction sur du racisme, tôt ou tard, et puis aussi sur un effacement des identités et puis de la diversité culturelle, comme ça a été le cas en France. Enfin, mon sentiment, c'est que la France, c'est un des pays où il y a eu une homogénéisation par la force pour supprimer un petit peu ces aspérités culturelles plus ou moins fortes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'abord, il s'agit effectivement là d'une spécificité nationale française parce que liée aux singularités du processus de construction nationale en France, euh, liée à la fois à des considérations d'ordre national, à des considérations d'ordre géopolitique. Ça a aussi à voir avec sans doute la très grande instabilité sociale, politique, institutionnelle qui est celle de la France, de la Révolution française jusqu'au fond la Troisième République. Et que si l'on compare le processus de construction nationale français à des processus de construction nationaux en Europe, parfois plus tardifs, qui ont été des processus de construction nationaux, mais qui, je pense, d'une part à l'État espagnol et d'autre part à l'Italie. Et en ce qui concerne l'État espagnol, il s'agit bien d'un État espagnol qui n'est pas un État fédéral, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est un État unitaire, mais qui, pour des raisons historiques particulières, a effectivement fait droit au maintien d'identités régionales extrêmement fortes, d'identité culturelle, d'identité linguistique, qui ont d'ailleurs été âprement défendues par ceux qui entendaient les défendre, justement dans des contextes où parfois ces identités ont été mises à mal, que ce soit au Pays Basque, que ce soit notamment en Catalogne, auquel s'ajoutent là aussi des différents politiques qui portent moins sur la question des identités que sur la question de la République, contre la monarchie, là où effectivement la France, pour des raisons diverses, qui remontent entre autres à la Révolution française, s'est engagée dans un processus qui a débouché effectivement sur l'éradication des différentes langues parlées dans l'Hexagone et au-delà de ces différentes langues, sur l'éradication des cultures régionales. Rappelez d'ailleurs que le processus est très récent. Quand Ernest Renan écrit Qu'est-ce qu'une nation, il constate qu'en France, on parle encore au moins 5 langues. Le processus d'unification linguistique à la fin du 19e et au début du 20e siècle en France n'est pas du tout achevé. Le processus de nationalisation du français à la fin du 19e et au début du 20e siècle n'est pas du tout achevé. Et Ernest Renan est parfaitement conscient de cette à la fois diversité culturelle, diversité des coutumes, diversité des pratiques, diversité des langues. Et pour lui, ce n'est absolument pas contradictoire avec le fait qu'il considère que la France fait déjà nation, pour employer cette expression. Là, oui, il y a à l'évidence une singularité française qui a tendance à être occultée ou en tout cas naturalisée, d'une certaine façon universalisée, en faisant croire que le modèle français serait au fond un modèle universel. Au fond, j'aurais presque envie de répondre que c'est presque l'inverse. Et la France est au contraire une exception en Europe où il y a de très nombreux États qui font droit à la diversité culturelle et linguistique. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de l'État espagnol. Et que dire? Au niveau international, la plupart des États sont des États où existent plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs religions, évidemment,
et parfois des identités culturelles, des identités religieuses, des identités coutumières, des identités linguistiques qui sont extrêmement fortes. Alors, je l'avais senti moi-même, enfin, j'ai vécu 10 ans en France, et en fait, alors j'avais vécu en Algérie avant ça. Alors en Algérie, vous avez un État bon, qui est autoritaire, mais un peu soft. Hein. Mais en France, en fait, le côté qui, enfin, c'est pas autoritaire, mais le côté contrôle que l'État a sur vous en tant qu'individu, en fait, il est beaucoup plus sombre, j'ai l'impression, c'est-à-dire que il y a ces normes, hein, vous avez ces normes-là, et puis vous avez intérêt à vous y coller, sinon si vous déviez, ben, vous aurez tout un tas de conséquences. Hein, vous serez mis de côté, vous n'aurez pas accès à des jobs, vous n'aurez pas accès à des logements, vous perdrez tout un tas d'avantages, puis même des droits parfois. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un système quand même de contrôle? Ça a été le processus de nationalisation du français, notamment par le biais de l'institution de l'école publique laïque et obligatoire. Cette école publique laïque et obligatoire a joué un rôle absolument fondamental dans la nationalisation du français, dans l'éradication des langues régionales, par un double contrôle, d'une part, le contrôle des instituteurs, d'une part, qui devaient effectivement enseigner en français et sanctionner les élèves qui ne refusaient éventuellement de parler le français ou continuer de parler leur langue régionale, et d'autre part, bien sûr, ceci est lié à cela, le contrôle des élèves eux-mêmes. Donc il s'agit effectivement d'un contrôle en réseau, d'un contrôle très fin, et pour employer cette catégorie à Michel Foucault, il s'agit là aussi d'un processus très subtil et très individualisé de disciplinarisation qui a soutenu donc ce processus d'éradication des langues. Et cela permet sans doute aussi en partie de comprendre le rapport très autoritaire que continuent d'entretenir les autorités publiques de ce pays avec celles et ceux qui sont pensés comme ne s'étant pas complètement coulés ou éventuellement à qui on impute le refus de se couler, entre guillemets, dans le creuset français, d'où ces injonctions réitérées à l'assimilation hier, à l'intégration aujourd'hui, qui est d'une certaine façon la version contemporaine et plus immédiatement contemporaine donc de cette assimilation hier exigée d'une part aux étrangers européens et d'une certaine façon aussi plus encore exigée aux étrangers non européens et notamment plus encore exigée bien sûr à ceux qui sont identifiés comme des barbares justement, c'est-à-dire ces étrangers ou ces Français musulmans réputés faire peser une menace existentielle sur la République, sur l'unité du pays et sur l'égalité entre hommes et femmes. Alors oui, c'est un outil d'oppression vis-à-vis de ceux qui sont désignés comme ne voulant pas rentrer dans la norme, dans le moule. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un outil de contrôle des autres, de ceux qui, en fait, ont tellement été formatés à coller à la norme que, voilà, les dirigeants peuvent contrôler toute cette masse en français, entre guillemets, en produisant à chaque fois des nouvelles normes, hein, et puis en guidant voilà, le comportement des masses. Enfin, c'est ce que je vois en France, et enfin, des fois ça m'étonne vraiment que les gens se comportent, enfin, je ne veux pas être méchant, mais un peu comme des moutons. Puis tout le monde sait que le mouton, un jour, comment dire, le berger va les emmener à l'abattoir, hein. C'est ça le problème. Et est-ce qu'il n'y a pas justement une attitude un peu trop de suivisme en France à cause de cette norme, de cette production de normes qui sont omniprésentes dès le plus jeune âge, effectivement. Donc, ça commence notamment à l'école, si ce n'est avant dans la famille. D'une part, rappelez tout de même qu'il y a la résistance des premiers concernés, c'est-à-dire la résistance ou les résistances des populations racisées, que ces hommes ou ces femmes soient français ou étrangers vivant sur le territoire national, peu importe. Ces résistances des premiers concernés, ces résistances des racisés montrent qu'ils n'entendent pas effectivement se soumettre à la norme morale ou aux normes juridiques telles qu'elles sont éventuellement imposées. Ces résistances existent, elles ne sont pas seulement le fait des racisés vivant en France, il y a des partis politiques, éventuellement des associations
de l'antiracisme politique qui militent également dans ce sens, mais évidemment, nous sommes aujourd'hui confrontés à une évolution très spectaculaire de la situation politique, un éclatement des gauches politiques, syndicales et associatives comme il n'y en a jamais eu depuis fort longtemps, un affaiblissement de ces gauches politiques, syndicales et associatives également comme il n'y en a pas eu depuis fort longtemps et au fond depuis 1958. Et cela permet ou aide à comprendre les raisons pour lesquelles, si résistance il y a, le plus souvent, hélas, ces résistances sont effectivement battues et celles et ceux qui sont au pouvoir parviennent, ça va être le cas encore une fois, hélas, de la loi sur le séparatisme, à imposer d'une part leur représentation politique et à imposer, au-delà de leur représentation politique, à imposer des dispositions législatives qui sont discriminatoires, en l'occurrence islamophobes, et encore une fois, on l'a déjà dit, attentatoires à des droits et libertés fondamentaux.